Très chers devs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous allons consacrer à comprendre qu'est-ce que les systèmes de contrôle des versions Git ainsi que les célèbres services web GitHub. Sans toutefois perdre le temps, répondons à la question qu'est-ce que Git? De façon simple, Git est tout simplement un logiciel de la famille des systèmes de contrôle des versions qui est libre et open source. C'est comme Chrome ou Firefox sont des logiciels de la famille des navigateurs. Mais qu'est-ce qu'un système de contrôle des versions? Au fait, un système de contrôle des versions est un logiciel dont le rôle est d'enregistrer l'évolution d'un fichier ou d'un ensemble de fichiers au cours du temps, de manière à ce qu'on puisse se rappeler des versions antérieures de ces fichiers à tout moment. Les projets de développement de logiciels sont généralement un dossier dans lequel on y retrouve un ensemble de fichiers contenant des instructions transcrites selon la syntaxe des langages informatiques utilisés. Pour bien comprendre cette gestion de versions dont nous sommes en train de parler ici, allons-y avec ce dont nous faisons déjà. Quand on développe une application, tous les fichiers sont rangés dans un dossier qu'on appelle généralement dossier du projet. Dans le processus du développement, il arrive des fois à une étape donnée où l'on souhaite faire le backup du projet, par exemple la première version de l'application. Ce qu'on fait souvent, c'est de créer un nouveau dossier, y mettre tous les fichiers du projet et les compresser généralement sous format zip. Et ainsi, continuer avec l'implémentation pour qu'à une nouvelle version, vous compressiez encore une fois le projet, ainsi de suite. Cette méthode de sauvegarde de votre projet fonctionne bien, mais présente d'énormes inconvénients. Vous aurez certainement un tas de fichiers au format zip, ce qui entraînera une occupation d'un grand espace mémoire inutile en ligne, tout comme dans votre disque local. Parce qu'à chaque mise à jour, vous faites une sauvegarde de votre code source entièrement. Imaginez, vous avez modifié juste un fichier, mais pour sauvegarder, vous dupliquez même les fichiers qui n'ont pas été mis à jour. En plus de ça, c'est ennuyant de compresser un dossier d'un projet de développement d'une application informatique. Ceux qui l'ont déjà fait savent de quoi je parle. En plus de ces problèmes, il y a aussi difficulté de nommer les fichiers au format zip, bien sûr si vous effectuez des mises à jour régulièrement. Vous serez devant une situation où vous avez des fichiers du genre projet version 1.zip, projet version 1 final, projet version 1 final, projet version 1 final awk, ce qui est bizarre. Pour pallier à tous ces problèmes, il faut utiliser un système de contrôle des versions. Celui-ci propose une gestion des versions d'un projet de la meilleure manière possible. Il y a certains systèmes de contrôle des versions qui sont dits centralisés, c'est-à-dire on met en place un serveur central dans lequel un système de contrôle des versions y est installé et qui gère les versions des fichiers. Il y a maintenant d'autres ordinateurs appelés clients qui peuvent extraire les fichiers se trouvant dans ces serveurs. Ce système a comme avantage, plusieurs développeurs peuvent maintenant collaborer sur un seul projet, mais présente comme désavantage, en cas de panne par exemple du serveur ou quelconque problème de connectivité, alors durant cette période, aucun ordinateur client ne peut collaborer ou enregistrer les modifications issues de son travail. Pour pallier à cela, les systèmes de gestion des versions distribuées sont entrés en jeu. Certes, nous avons toujours un serveur central dans lequel y est installé un système de contrôle des versions qui gère les versions des fichiers, mais aussi nous avons des ordinateurs clients dont le système de contrôle des versions y est aussi installé pour faire cette même gestion des versions des fichiers que les serveurs pouvaient aussi faire. Ils ont aussi la possibilité d'extraire une version du projet depuis les serveurs. Au fait, les clients n'extraient plus seulement la dernière version d'un projet, mais ils dupliquent complètement les dépôts, c'est-à-dire tous les états ou versions du projet. Ainsi, si le serveur disparaît ou quelconque problème se présente, et si le système collaborait via ces serveurs, n'importe quel dépôt d'un des clients peut être copié sur les serveurs pour les restaurer. Chaque extraction devient donc une sauvegarde complète de toutes les données. De plus, un grand nombre de ces systèmes gèrent particulièrement bien le fait d'avoir plusieurs dépôts avec lesquels travailler
vous permettant de collaborer avec différents groupes de personnes de manière différente simultanément dans le même projet. Ainsi donc, nous allons consacrer le reste de cette vidéo à utiliser un système de contrôle de version de ce genre dont le nom est Git, qui est le plus utilisé de tous les autres, mais aussi le plus recommandé. Au fait, tout celui qui s'appelle développeur devrait maîtriser cet outil. Lorsque vous travaillez dans un dossier avec Git, ce dernier propose 3 états dans lesquels les fichiers peuvent se retrouver. État modifié, indexé ou validé. Ceci nous mène aux 3 sections principales d'un projet Git. Le répertoire de travail, la zone d'index ou de préparation, mais aussi les répertoires Git. Au fait, le répertoire Git est l'endroit où Git stocke les métadonnées et la base de données des objets de ce que vous faites dans votre répertoire de travail. C'est la partie la plus importante de Git. Et c'est ce qui est copié lorsque vous clonez un dépôt depuis un autre ordinateur. Le répertoire de travail est une extraction unique d'une version du projet. Ces fichiers sont extraits depuis la base de données compressée dans le répertoire Git et placés sur le disque pour être utilisés ou modifiés. La zone d'index est un simple fichier, généralement situé dans le répertoire Git, qui stocke les informations concernant ce qui fera partie de la prochaine validation. L'utilisation standard de Git se passe comme suit. Vous modifiez des fichiers dans votre répertoire de travail, soit en créant ou soit en les modifiant, voire même en les supprimant. Vous indexez les fichiers modifiés, ce qui ajoute ces fichiers dans la zone d'index ou de préparation, puis vous faites la validation, ce qui a pour effet de basculer les instantanés du fichier de l'index dans la base de données du répertoire Git. Bien, qu'est-ce que GitHub alors dans tout ceci? GitHub est un service web d'hébergement et de gestion de développement des logiciels utilisant Git comme système de contrôle des versions. Bref, GitHub exécute Git en ligne sur le web avec plusieurs autres extra fonctionnalités. C'est le point central pour la collaboration des millions de développeurs et des projets. Il existe des alternatives bien sûr comme Bitbucket, etc. Comment ça se passe? Normalement, tout ce schéma ici de fonctionnement Git est opérationnel en local. GitHub est cette nouvelle couche qui s'ajoute lorsque vous souhaitez maintenant héberger votre code source dans un serveur distant, soit pour collaborer avec d'autres développeurs ou encore en guise juste de sauvegarde de votre projet. Comme GitHub utilise Git comme version de contrôle, vous n'aurez qu'à envoyer juste le répertoire Git vers l'hébergeur GitHub. Maintenant, n'importe quelle personne ayant accès au répertoire en ligne pourra extraire une copie du répertoire directement dans son disque. Pour utiliser Git, il faut bien sûr des outils. Il en existe plusieurs. Il y a les outils originaux en ligne de commande comme Git Bash. Il y a aussi de nombreuses autres en interface graphique avec des capacités variables. Dans ce cours, nous utiliserons juste Git en ligne de commande avec l'application Git Bash. D'où il faut nécessairement faire usage des commandes Git pour mettre en pratique tout ce qu'on a dit. Il existe plusieurs commandes, mais nous n'allons pas tout voir. Nous verrons juste quelques-unes qui vous permettront déjà de vous lancer dans l'utilisation de ces grands outils. Bien, assez parlé, nous allons rendre maintenant tout ceci réaliste par la pratique. Nous allons télécharger Git sur son site officiel. Pour mon cas, je vais télécharger Git pour la plateforme Windows. Là, je sélectionne pour 64 bits. Comme mon ordinateur a un processeur codé sous 64 bits. Le téléchargement s'élance déjà, comme vous pouvez le voir. C'est fait. Je vais donc directement ouvrir le fichier d'installation. Je vais cliquer sur le bouton Next. 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 Là, on me demande de sélectionner l'éditeur de texte par défaut. Bien, je vais sélectionner Visual Studio Code. Pour cliquer encore une fois sur Next. Là, on me demande si je souhaite nommer la branche par défaut ou utiliser le nom proposé par Git. Bon, je laisse ce qui nous est proposé par Git. Je clique donc sur Next. Ici, Git me demande d'ajuster les variables d'environnement.
Je vais sélectionner l'option recommandée ici, c'est-à-dire non seulement que les commandes Git seront exécutées sur son application en ligne de commande Git Bash, mais aussi elles peuvent être exécutées sur l'invite de commandes de Windows. Je clique donc sur Next. Bon, là, je clique sur Next, 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 Next. Bon, l'installation avec Windows, vous comprenez. Bien, là, je souhaite lancer l'application Git Bash, mais je ne vais pas afficher les notes de réalisation. Enfin, je vais cliquer sur Finish. Vous pouvez voir que l'application Git Bash est lancée. Et ainsi donc, je vais taper et valider la commande Git. Là, vous pouvez voir la liste des commandes qui sont utilisées pour utiliser ce système de contrôle des versions. En tout cas, tel que nous avons dit, nous ne verrons que quelques-uns de ces commandes. Souvenez-vous, quand nous installions Git, nous avons donné la possibilité à celui-ci d'être utilisé même si l'invite de commande Windows. Je vais donc lancer l'invite de commande et taper la commande Git. Et oui, on peut voir que ça marche comme cela a marché avec l'application Git Bash. Bien. Maintenant que nous venons d'installer Git, nous devons personnaliser notre environnement Git. La première des choses à faire après l'installation de Git est de renseigner votre nom ainsi que votre adresse email ou de courrier. Au fait, c'est une information capitale car toutes les validations dans Git utilisent cette information et elle est ineffaçable dans toutes les validations que vous pourrez réaliser. Ainsi donc, je vais taper la commande git config --global user.name. Là, je vais préciser le nom, c'est drcmind. Je vais valider. Je dois aussi préciser l'adresse mail. Là, ça sera mail. Et là, je vais mettre drcmindfrench@gmail.com. Puis valider. Notez que vous ne devrez avoir réalisé ces réglages qu'une seule fois. Git nous offre la possibilité de vérifier les informations en utilisant la commande git config --list. Et là, vous pouvez voir tous les paramètres, y compris le nom et l'adresse que nous venons de définir tout à l'heure. Bien, nous allons voir maintenant comment gérer les versions des fichiers d'un dossier quelconque. Au fait, vous pouvez principalement démarrer un dépôt Git ou un répertoire Git de deux manières. Soit, vous pouvez prendre un répertoire ou dossier existant et le transformer en dépôt Git, ou soit, vous pouvez cloner un dépôt qui existe déjà dans un serveur. Dans les deux cas, vous vous trouverez avec un dépôt ou répertoire Git sur votre machine locale prêt pour y travailler. Nous allons d'abord initialiser un dépôt Git dans un répertoire existant. Pour ce faire, à partir de l'invite de commande, je vais accéder au bureau par CD Desktop. Je vais y créer un dossier MD, Mac Directory, un dossier que je vais nommer par exemple mon projet. Pour ouvrir ce dossier dans Git Bash, je vais réduire tout ceci. Je vais faire un clic droit, cliquer sur afficher plus d'options. Là, j'utilise Windows 11 et cliquer sur la commande Git Bash here. L'application Git Bash en ligne de commande se lance déjà. Et comme vous pouvez voir, nous sommes déjà dans le répertoire Mon projet. Je vais arranger mes interfaces comme suit. Et là, j'ai la possibilité de créer les fichiers dans ces dossiers à partir de Git. Par exemple, pour créer un fichier, je vais utiliser la commande
touch, espace. Le nom du fichier, par exemple, c'est index.html. Lorsque je valide, et oui, vous pouvez voir les fichiers apparaître dans l'explorateur des fichiers. Je peux aussi supprimer toujours à partir de Git par la commande rm, qui veut dire remove, et signifier le nom du fichier que je souhaite supprimer. C'est index.html. Et lorsque je valide, waouh, vous pouvez voir que le fichier disparaît. Il est donc supprimé. Bien, souvent lorsqu'on travaille dans un projet de développement des applications informatiques, les opérations du genre créer un fichier, supprimer un fichier, consort, toutes ces opérations sont toujours faites dans un éditeur de texte ou dans l'IDE. Lorsqu'on développe par exemple une application web, on utilise Visual Studio Code pour créer différents fichiers qui vont constituer les projets. Et non pas chaque fois rentrer dans Git Bash, créer un fichier par la commande touch pour entrer dans l'IDE et travailler dessus. Ça serait fastidieux et ennuyant. Raison pour laquelle souvent vous utiliserez l'IDE pour ce genre d'opération au lieu de Git. Ainsi donc, à partir de l'invite de commande, je vais d'abord accéder au dossier mon projet par la commande cd mon projet. Puis, je vais ouvrir ce dossier directement dans l'éditeur de texte Visual Studio Code à partir de la commande code espace point. Ça marche, nous y sommes déjà. Je vais créer dans celui-ci un fichier. Ça sera un fichier de type HTML. Je vais ajouter le code HTML standard comme suit. Merci à Visual Studio Code. Le titre sera accueil. Je vais ajouter une liste non ordonnée ici, IL. Et là-dedans, le premier élément, li, sera un lien à. Je mets d'abord dièse. Et là, je mets accueil. Je vais dupliquer ceci. Et là, je mets à propos. Ici, je mets H1, un titre du niveau 1. Vous êtes à la page d'accueil. Et tout juste ici, je vais ajouter un paragraphe P, lorem 50, un texte de taille 50. Merci encore une fois Visual Studio Code. Ensuite, je vais enregistrer. Le nom du fichier sera index.html. Bien, je vais créer un deuxième fichier que je vais nommer à propos.html. Je vais prendre tout ce qui est dans index.html et coller dans ce fichier. Le titre sera à propos. Là, le lien va pointer directement vers le fichier index.html. Je vais enlever ceci, tout comme ce paragraphe. Ça sera un paragraphe P avec comme texte lorem de taille 10. Et dans index.html, je vais mettre ici un lien qui pointe directement vers le fichier à propos.html. Je vais lancer ce petit projet avec Liveserver. Au fait, ceci est une extension qui permet d'exécuter en temps réel un projet HTML. Bien. Clic droit. Open with Liveserver. Tout marche bien jusque-là. Là, nous avons déjà un projet existant qui ne connaît en tout cas rien de Git. Bien, pour initialiser Git dans un projet existant, je vais utiliser la console intégrée dans Visual Studio Code. Et là, taper la commande git init, puis valider. Vous allez le remarquer dans les dossiers du projet.
Je vais l'ouvrir dans l'explorateur des fichiers. Il y a un nouveau dossier dont le nom est .git. Au fait, si ce n'est pas visible dans votre ordinateur, vous devez donc afficher les éléments cachés dans l'explorateur des fichiers. Pour mon cas, au fait, j'utilise le système d'exploitation Windows 11. Il faut cliquer sur le menu Afficher, puis cocher éléments masqués, tout juste là. Dans Visual Studio Code, ces dossiers devraient aussi s'afficher. Au fait, il y a quelque chose qui cloche. Au fait, je vais ouvrir le paramètre. Dans zone d'adresse, je vais taper File. Et oui, là, nous pouvons voir que .git est parmi les fichiers ou répertoires qui sont exclus d'être affichés. Je vais donc l'enlever de cette liste. Déjà, vous pouvez voir le répertoire .git s'afficher. C'est cool. Bien. Au fait, ceci est l'endroit où Git stocke toutes les métadonnées, ce qui est la base des données des objets de votre projet. On ne va pas rien y toucher. En tout cas, tout ce que vous retrouverez dans ces fichiers, ça sera le travail qui sera fait par Git lui-même. En tout cas, ça ne sera pas nous qui seront en train de modifier le contenu de ce répertoire. Mais Git seul fera le boulot. Raison pour laquelle, par défaut, c'est un dossier qui est caché. En tout cas, on n'a pas vraiment besoin de le voir. Pour l'instant, nous venons d'initialiser notre projet. Mais aucun fichier ne peut être suivi par Git. Vous pouvez remarquer que Visual Studio Code change directement la couleur des noms des fichiers. Ce que vous devez savoir, en fait, c'est les dernières versions de Visual Studio Code intègrent la prise en charge de Git. Vous devez aussi avoir une version de Git 2.0 ou plus installée dans votre ordinateur. Vous pouvez remarquer que Visual Studio Code a modifié la couleur des noms des fichiers en vert avec une étiquette à droite U qui veut dire non suivi en français. Je pense en anglais ça doit être untracked. Visual Studio Code comprend que les fichiers ne sont pas suivis par Git. Au fait, quand vous êtes dans le répertoire de travail, chaque fichier de votre copie de travail peut avoir des états sous-suivis de version ou non suivis. Pour placer de nouveaux fichiers sous-suivis de version ou soit sous-suivis de Git, on utilise la commande git add. Ainsi donc, je vais essayer d'ajouter les fichiers index sous-suivis de Git par git add. Le nom du fichier c'est index.html. Lorsque je valide, déjà, vous pouvez voir que Visual Studio Code a détecté le changement. Le fichier index.html n'a plus l'étiquette U, mais plutôt l'étiquette A, qui veut dire index ajouté, en anglais added. Nous pouvons aussi vérifier les statuts des fichiers en utilisant la commande git status. Et lorsque je valide, vous pouvez remarquer qu'il y a un fichier qui a été ajouté dans la zone d'index et un autre, le fichier apropos.html en couleur rouge qui n'est pas suivi par Git. Pour enlever un fichier déjà suivi par Git, il faut utiliser cette commande git rm qui veut dire remove --catched puis le nom du fichier, c'est index.html. Je vais valider et quand j'affiche de nouveau les statuts, vous pouvez voir que tous les deux fichiers ne sont pas suivis par Git. Bien, nous avons la possibilité par exemple d'ajouter à l'index tous les fichiers d'un type donné. Si l'on souhaite, pour notre cas par exemple, ajouter tous les fichiers du type HTML, là, on utilise toujours la commande git add, mais ici, nous allons mettre astérisque, puis .html. Je vais valider.
Je vais vérifier le statut. Là, vous pouvez voir que tous nos deux fichiers sont suivis par Git. Maintenant, observez. Je vais essayer d'apporter une légère modification sur les fichiers à propos.html. À ce niveau, je vais ajouter un titre par la balise H1. Le contenu sera page à propos. Lorsque j'enregistre, déjà, vous pouvez voir que Visual Studio Code, grâce à Git, a détecté que j'ai modifié les fichiers à propos.html. La couleur du texte devient jaune et l'étiquette à droite devient M, modifié, en anglais modified, je crois. Je vais néanmoins afficher les statuts sur la console, Git status. Vous pouvez voir que tous les deux fichiers sont suivis par Git, certes, mais il y a les fichiers à propos qui a été modifié, lesquelles modifications ne sont pas encore prises en compte par Git. Dans ces cas, je dois encore une fois ajouter cela dans la zone d'index par la commande git add. Je vais mettre ici point pour dire que je vais ajouter tout et valider. Git status de nouveau. Wow, tout est indexé. Bien, il peut arriver que vous ayez dans votre répertoire de travail des fichiers que vous ne voudriez en aucun cas que cela soit ajouté dans la zone d'index ou que cela soit suivi par Git. Ce sont par exemple des fichiers générés automatiquement tels que les fichiers des journaux ou des sauvegardes produits par l'outil que vous utilisez. Dans un tel cas, on peut énumérer les noms des fichiers à ignorer dans un fichier dont le nom est git ignore. Pour démontrer cela, je vais créer un fichier que je ne veux pas que ça soit suivi par Git. Je vais le nommer utils.txt. Comme contenu, je vais mettre je suis juste un utilisateur et enregistrer. Comme vous pouvez voir, Visual Studio Code reconnaît ces fichiers comme non suivis et je vais exécuter la commande git status. En tout cas, utils.txt est parmi les fichiers susceptibles d'être ajoutés à l'index. Pourquoi? Parce que si l'on essaie ici d'exécuter la commande git add all ou ajouter tout, ces fichiers seront aussi parmi les fichiers qui seront ajoutés à l'index. Pourtant, nous ne voulons pas que cela se fasse. Pour l'épargner des probables ajouts à l'index, à la zone d'index, je vais créer, comme on l'a dit, un fichier que je vais nommer .gitignore. Dans celui-ci, je mets le nom des fichiers que je souhaite éviter. Là, je mets utils.txt. Je vais enregistrer. Wow! Déjà, vous pouvez remarquer que Visual Studio Code ne peut plus colorer le nom du fichier, même pas l'étiqueter. Et quand j'exécute de nouveau la commande git status, vous pouvez voir que le fichier utils.txt n'apparaît ni sur les fichiers déjà indexés, ni sur les fichiers non indexés. En revanche, nous voyons la présence du fichier .gitignore dans la section des fichiers non indexés. Je vais donc l'ajouter par git add all. Bien, qu'est-ce qui arrive maintenant si c'est tout un dossier que vous souhaitez épargner? Je vais créer un dossier que je vais nommer ressources. Dans celui-ci, je vais créer un fichier que je vais nommer fichier 1.txt. Comme contenu, je vais mettre 1, 2, 3. Un deuxième fichier que je vais nommer fichier 2.js. Comme contenu, alerte, en paramètre, je vais mettre hello, comme ceci. Je vais enregistrer. Sur la console,
je vais exécuter la commande git status et là, tous les répertoires ressources est prêt au prochain ajout à la zone d'index. Maintenant, pour épargner un dossier ou un répertoire comme on l'a fait pour les fichiers utils.txt, dans git ignore, pour ajouter un répertoire, je vais mettre bar, puis le nom du dossier ressources. Et là, je vais enregistrer. Dès que j'enregistre, Git ne peut plus suivre les fichiers qui se retrouvent dans ce répertoire. Lorsque j'exécute git status, vous pouvez voir que le dossier ressources n'est plus détectable par Git. C'est juste le fichier git.gitignore qui a été modifié. Comme vous pouvez voir, la couleur du fichier est maintenant jaune et l'étiquette devient M. Je vais donc ajouter ces modifications dans la zone d'index par git add all. Là, on peut voir que tout est ajouté. Bien. Maintenant, nous pouvons estimer que la zone d'index est dans un état désiré. Disons par exemple que cet état de notre projet constitue déjà la toute première version qu'on souhaite sauvegarder. Git nous donne la possibilité de valider nos modifications. Souvenez-vous que tout ce qui est encore non indexé, c'est-à-dire tous les fichiers qui ont été créés ou modifiés, mais n'ont pas subi l'opération avec la commande git add, depuis que vous les avez modifiés, ne peuvent pas faire partie de la prochaine validation. Ils resteront en tant que des fichiers modifiés sur votre Git, mais ne peuvent pas faire partie de votre sauvegarde, de votre validation. Dans notre cas, tous nos fichiers nécessaires sont indexés et nous sommes donc prêts à valider nos modifications. La manière la plus simple de valider est de taper git commit. Je vais valider. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Writing to your editor to close file. Bien, il y a un fichier commit edit message qui s'est automatiquement ouvert dans Visual Studio Code, attendant notre modification. Au fait, il s'agit d'un commentaire sur la validation que nous sommes en train de faire. Dans ce fichier, il est dit que chaque ligne qui commence par dièse ne sera pas prise en compte. Je vais donc enlever à ce niveau les dièses et le commentaire que je vais faire sera premier commit. Notez que cette opération, si vous utilisez la console de Git Bash ou de Windows, cette opération devrait directement se passer sur la console. Bien, je vais enregistrer et fermer le fichier. Déjà, la navigation est prise en compte, comme on peut voir les rapports sur la console. Je vais ensuite apporter une modification dans le fichier à propos.html. À ce niveau, par exemple, je vais ajouter un autre paragraphe, P. Lorem 50. Je vais enregistrer sur la console git status. On peut voir que pour cette nouvelle version, il n'y a que le fichier à propos.html qui est modifié. Je dois ajouter cette modification dans l'index, ou dans la zone d'index, par git add all. Lorsque j'affiche de nouveau les statuts, et oui, la modification du fichier à propos.html est déjà ajoutée dans la zone d'index. Je vais faire une deuxième validation, soit deuxième version du projet, par git commit. Je ne vais pas passer par toutes les acrobaties du premier commit ou validation. Je vais directement passer les commentaires en paramètres. Là, je vais ajouter -m, ensuite les commentaires. En fait, ça sera juste ajout d'un paragraphe à la page à propos. Puis valider. Ça marche. Sur le navigateur, vous pouvez voir les modifications sur la page à propos prises en compte. Nous avons déjà 2 paragraphes. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'afficher les différentes validations de notre projet.
ou encore les différentes versions de notre projet selon les commits que nous avons déjà fait. Pour ce faire, je vais utiliser la commande git log. Je vais valider. Vous pouvez voir, cette commande permet d'afficher toutes les validations ou commits du projet. Là, nous avons 2 commits. C'est effectivement ce que nous avons déjà fait. Comme nous avons dit au début du cours, nous avons la possibilité de naviguer entre les différents états ou versions de notre projet. Ici, par exemple, on peut décider de faire un pas en arrière et voir comment était notre projet au premier commit. Là, je vais utiliser la commande git checkout. Je vais prendre les codes de ce commit que je vais placer ici. Je vais ensuite valider. Et oui, vous pouvez voir que le projet rentre à l'état où il y avait juste un seul paragraphe, comme vous pouvez aussi le voir sur les navigateurs. C'est cool. Pour revenir à la version à jour de notre projet, je vais de nouveau afficher les validations par git log. Oh my, il n'y a qu'une seule validation qui est affichée. Bon, la première dans laquelle nous sommes maintenant. En fait, pour afficher toutes les validations, je vais utiliser la commande git log -all comme suit et valider. Waouh, ça marche. Et là, je vais faire git checkout. Je vais récupérer les codes du dernier commit que je colle ici. Et quand je vais valider, laissez-moi réduire un peu la console pour que ça soit plus visible. Lorsque je valide, et oui, on peut voir les 2 paramètres des fichiers à propos, comme vous pouvez aussi les voir dans le navigateur. Lorsque vous travaillez sur un projet complexe, vous vous trouverez sûrement dans une situation où il faut collaborer avec d'autres développeurs. Vous pouvez décider par exemple d'ajouter une nouvelle fonctionnalité. Au lieu de travailler tout dans une seule base de code, Git donne la possibilité de diverger la ligne principale de développement et continuer à travailler sans impacter cette ligne grâce aux branches. Déjà au tout début, nous avons déjà travaillé dans une branche. Lorsque j'exécute la commande git branch, vous pouvez voir la branche dans laquelle on travaille. Il s'agit de la branche master. C'est au fait la ligne principale du développement de notre petite application. Maintenant, selon le contexte énoncé tantôt, nous voulons ajouter une nouvelle fonctionnalité dans notre projet. Mais nous voulons que le développement de cette fonctionnalité ne puisse pas d'abord impacter notre ligne de développement principale, qui est la branche master. Pour ce faire, je vais créer une nouvelle branche par git branch. Le nom de la branche sera cours. C'est fait. Au fait, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on crée une branche? Cela crée un nouveau pointeur vers le commit courant. Je vais afficher les validations ou commit du projet pour voir cela par git log. Comme vous pouvez voir, le dernier commit est associé aux branches cours et master. Là, je suis toujours aux branches master. Pour basculer vers la branche cours, je vais exécuter la commande git checkout, puis le nom de la branche cours est validé. Là, je suis déjà dans la branche cours, switch to branch cours. Étant dans cette branche, je vais travailler tout ce qui est relatif aux fonctionnalités cours. Ce que je vais faire premièrement, c'est de créer un fichier que je vais nommer cours.html. Je vais prendre tout le contenu du fichier index.html que je vais copier ici.
Je vais dupliquer cet élément. Ici, je vais mettre cours et ici, le lien va pointer vers la page index.html. Comme titre ici, ça sera liste des cours. Ici, ça ne sera pas un paragraphe, mais plutôt une liste ordonnée. OL. Le premier élément lit, je vais mettre Node.js pour débutant. Je vais copier ceci et le coller tout juste ici. Et là, je mets Angular et Firebase. Là, je fais la même chose et là, je mets Flutter. Tout comme ici, je vais mettre Android native. Dans les fichiers à propos, je vais ajouter un nouveau menu. Je vais juste dupliquer ceci. Et là, je mets cours HTML. Je vais copier ceci que je vais coller à ce niveau dans index.html. Je vais tout enregistrer, fichier enregistrer, tout. Jusque-là, nous sommes toujours dans la branche cours. Si j'exécute git branch, vous pouvez voir que nous sommes bel et bien dans la branche cours. Je vais afficher les statuts, git status. Là, il est signalé que les fichiers index et à propos ont été modifiés. Et il existe un fichier qui n'est pas encore suivi par git. Je vais ajouter tout cela dans la zone d'index par la commande git add all. Lorsque j'exécute de nouveau git status, et oui, tout est maintenant prêt pour la prochaine validation ou commit. Dans le navigateur, vous pouvez voir que nous avons maintenant 3 menus, parmi lesquels le menu cours qui affiche la page avec la liste des cours. Maintenant, je vais basculer vers la branche master, git checkout, master. Ouf, what goes wrong here? Au fait, dans la branche master, je ne dois pas voir le travail fait dans la branche cours. Normalement, c'est ça. Mais ici, c'est visible. C'est visible pour deux raisons. J'utilise les deux branches dans un seul ordinateur et je n'ai pas validé les modifications dans la branche cours. Je vais donc basculer, rentrer vers la branche cours, git checkout cours. Je vais valider les modifications avec git commit -m. Comme commentaire, je vais mettre ajout de la page cours. Puis valider. Bien, ça roule. Maintenant, lorsque je bascule vers la branche master, git checkout master, vous pouvez voir que j'ai juste les deux fichiers ici, à propos et index.html. Dans le navigateur, j'ai juste deux menus, tandis que dans la branche cours, git checkout cours, nous avons toutes les fonctionnalités implémentées relatives au cours. Dans le navigateur, on peut voir 3 menus. Maintenant, à un certain niveau, l'équipe qui travaille sur la fonctionnalité cours peut estimer finir le boulot. Dans ce cas, l'équipe qui travaille sur la ligne principale du développement, c'est-à-dire à la branche master, doit maintenant fusionner les deux branches, question d'intégrer le travail de l'équipe qui a travaillé sur la branche cours. Dans ce cas, je dois me positionner dans la branche master. Je vais donc rentrer. Je vais donc exécuter la commande git checkout. Le nom de la branche, c'est master. La commande git pour fusionner les branches est git merge.
Là, je précise le nom de la branche que je souhaite fusionner. Au fait, ici, c'est cours. Lorsque je valide, OK. Là, on peut maintenant voir tout le travail des deux branches dans la branche master. Maintenant, nous allons voir comment travailler avec des répertoires à distance grâce à l'hébergeur de code GitHub. La première des choses, vous devez d'abord vous connecter sur la plateforme si vous avez déjà un compte comme moi. Si vous n'en avez pas, vous serez obligé d'en créer un. Ce n'est pas du tout compliqué. Pour mon cas, je suis déjà connecté. Après ça, je vais créer un répertoire en cliquant sur cette petite icône, puis sur New Repository pour créer un nouveau répertoire. Là, je dois enregistrer le nom. Je vais mettre mon projet. Comme description, je vais mettre initiation au système de contrôle des versions Git. Ici, c'est pour signifier la portée du répertoire. Je vais laisser public si vous voulez que le répertoire soit visible à tout le monde. Private, en tout cas, si vous voulez restreindre le répertoire uniquement à vous. Tout ça, je vais laisser sans cocher et cliquer sur Create Repository. Bien, la commande qui nous permet d'examiner si nous travaillons déjà sur un répertoire distant, c'est Git Remote. Je vais donc valider pour voir. On peut voir que rien n'est affiché, tout simplement parce que ça n'existe pas encore. Pour l'ajouter, je vais d'abord prendre les liens du répertoire que je viens de créer en ligne sur GitHub, puis sur la console, exécuter la commande git remote add origin, c'est comme une étiquette, puis coller les liens ici. Je vais valider. Déjà, nous venons d'ajouter un répertoire distant Git que nous avons attribué comme étiquette origine. Vous pouvez le remarquer quand nous affichons de nouveau le répertoire distant par la commande git remote. Cette fois-ci, nous avons origine qui est affichée. Maintenant, ce que nous avons à faire, c'est de pousser notre travail au répertoire distant se trouvant sur la plateforme GitHub par la commande. Je vais prendre ceci, git push-u origine. La branche que je vais pousser, c'est la branche master, comme suit. Je vais valider. Oups, il y a erreur. En fait, Git utilise un autre compte que celui que j'utilise pour ce cours. Je vais vérifier cela dans Windows, dans le gestionnaire d'identification. Et supprimer le compte GitHub dont le nom d'utilisateur est Louis Moussolé. Je vais réexécuter la commande. La boîte de dialogue pour demander l'authentification s'affiche. Je vais cliquer sur Sign in on my brother. Et dans le navigateur, wow, c'est déjà connecté. On peut voir sur la console que la commande push a bien marché. Je vais maintenant rentrer à mon répertoire distant pour voir si les fichiers de mon travail y ont été poussés. Je vais donc actualiser. Et oui, nous pouvons voir que tous nos fichiers sont déjà présents dans le répertoire en ligne. C'est cool. Qu'adviendra-t-il alors si j'apporte des modifications sur mon répertoire de travail? Ce n'est pas un problème. Je vais essayer de créer un nouveau fichier que je vais nommer readme.md.
Comme contenu, je vais mettre ici « Lisez-moi ». Ceci est un guide, bla bla bla. Je vais enregistrer. Sur la console, je vais afficher les statuts par Git status. Il y a évidemment un fichier non suivi par Git. Je vais l'ajouter par Git add all. Puis je vais faire un commit, Git commit. Et là, le commentaire sera ajout du fichier readme.md. Puis je vais valider. Pour pousser les modifications vers les répertoires distants, je vais faire juste appel à la commande git push tout simplement, puis valider. C'est fait. Dans le navigateur, je vais actualiser la page. Déjà, vous pouvez voir que le fichier readme est déjà disponible dans notre répertoire sur GitHub. C'est cool. Déjà, nous avons un répertoire Git sur GitHub qui est public, c'est-à-dire accessible à tout le monde. N'importe qui, si le projet l'intéresse, peut cloner le projet, soit directement sur GitHub. Là, vous avez la possibilité de télécharger le code sous format zip. Ou encore directement sur la console. Je vais dans ce cas créer un nouveau dossier au bureau que je vais nommer clone. Je vais l'ouvrir avec git bash. Et là, pour cloner les répertoires distants, je vais d'abord copier les liens du répertoire que je souhaite cloner. Et sur la console de git bash, utilisez la commande git clone. Puis les liens du répertoire sur GitHub. Je vais valider. Waouh, c'est fait. Déjà, quand j'ouvre ce répertoire, vous pouvez déjà voir tous les fichiers du projet déjà disponibles. Et vous pouvez déjà commencer à y travailler, à apporter des modifications, si vous voulez bien. Ok, la dernière chose que je vais faire, lorsque vous travaillez en collaboration avec plusieurs développeurs, il peut arriver que d'autres développeurs ont déjà poussé de nouvelles mises à jour sur les répertoires en ligne sur GitHub. Pour tirer ces mises à jour dans votre répertoire de travail, là, il faut utiliser la commande git pull. Lorsque je valide, là, on nous dit que tout est à jour. Everything is up to date, c'est-à-dire personne n'a encore poussé de nouvelles validations sur les répertoires en ligne. Ainsi donc, très chers développeurs, c'est là que nous mettons terme à cette vidéo. Nous espérons que ça vous sera vraiment utile. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Du reste, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao!